comment Kyrialis vous accompagne au cours de cette période du Covid-19, qui est donc une période bien particulière. Je suis Anne-Laure Johalan, la responsable juridique de Kyrialis Prévoyance. Ce webinaire est environ d'une durée de 45 minutes. Donc, il sera composé d'une première partie de période qui sera consacrée donc à la présentation et à l'accompagnement de Kyrialis au cours de cette période bien spécifique. Et puis, il y aura une deuxième partie qui sera davantage consacrée aux questions que vous nous avez déjà posées, mais également auxquelles que vous pourrez poser tout au long de cette présentation, puisque vous avez un onglet pour poser des questions. Donc, ce webinaire, c'est moi qui vous le présente, mais sachez qu'il est réalisé en collaboration avec l'ensemble des équipes de Kyrialis, qui demeurent pleinement mobilisées durant cette période de Covid-19. Et je tiens particulièrement à remercier pour l'organisation de ce webinaire les équipes de la communication, du marketing, mais également les équipes du pôle entreprise pour leur éclairage sur la DSN, qui est un sujet bien particulier. Donc, ce webinaire est réservé au cabinet d'avocats. Il est spécialement dédié au cabinet d'avocats. Donc, les réponses et les éclairages que je vais vous apporter aujourd'hui sont spécifiquement dédiés au cabinet d'avocats ainsi qu'à leurs partenaires, puisque je sais qu'aujourd'hui, plusieurs cabinets d'expertise comptable nous ont rejoints pour avoir des éclairages sur comment traiter, par exemple, le chômage partiel pour les salariés des cabinets d'avocats. Eh bien, nous répondrons à ces interrogations. Sachez que le support de présentation que je vous présente aujourd'hui est disponible donc sur la plateforme de diffusion de ce webinaire, ainsi qu'une fiche pratique infographie dédiée à la DSN. Pour ceux qui ne connaissent pas Kyrialis Prévoyance est une institution de prévoyance qui va fêter cette année ses 60 ans, le bel âge, et qui a été créée par les professionnels du droit et pour les professionnels du droit, et plus spécifiquement pour les salariés des cabinets d'avocats. Donc, nous avons vraiment des offres qui sont dédiées aux cabinets d'avocats. Quelles sont ces offres? Eh bien, tout simplement, nous proposons des offres en prévoyance. La prévoyance, c'est l'incapacité temporaire de travail. Vous êtes arrêté momentanément. L'invalidité et, le cas échéant, le décès. Plus récemment, nous avons également développé des offres en matière de complémentaire santé. Nous vous proposons également des offres en matière de retraite, donc en matière de retraite supplémentaire. Cette offre vient s'ajouter à la retraite de base, si je puis dire, de la sécurité sociale, puis de l'Agirc Arrco, et nous intervenons au 3e échelon, donc au niveau de la retraite supplémentaire pour les salariés des cabinets d'avocats. Nous intervenons également en matière de dépendance, qu'elle soit physique ou psychique. Nous intervenons également en matière d'indemnité de fin de carrière, lorsqu'un salarié d'un cabinet d'avocats part à la retraite, mais également, et tout particulièrement en cette période, puisque nous sommes une institution de prévoyance à but non lucratif, et par conséquent, nous intervenons en matière d'action sociale. Maintenant, je vais pouvoir commencer le webinaire et les sujets qui vous intéressent plus particulièrement. Donc, nous aborderons aujourd'hui 4 grands thèmes. Nous ferons d'abord un zoom sur les différents arrêts de travail, puisque les arrêts de travail sont bien spécifiques en cette période. Période spécifique, arrêt de travail spécifique, mais également leur prise en charge par Kyrialis. Nous aborderons également d'autres thèmes, tel le thème numéro 2, le focus sur le paiement de vos cotisations Kyrialis. Pourquoi? Car nous savons que les cabinets d'avocats sont durement touchés par cette crise et vous avez été nombreux à nous interroger sur les modalités de paiement de vos cotisations auprès de Kyrialis. Donc, je répondrai pleinement à ces interrogations. Je ferai également une information sur le chômage partiel et ses incidences sur les cotisations auprès de Kyrialis. Et enfin, les bonnes pratiques autour de la déclaration sociale nominative. Commençons maintenant par les différents arrêts de travail et leur prise en charge par Kyrialis Prévoyance. Tout d'abord, j'aborderai le premier arrêt maladie qui, si je puis dire, est le plus classique, le premier arrêt de travail le plus classique qui est une personne qui est malheureusement atteinte par le Covid-19. Eh bien, dans le cadre de la complémentaire santé Kyrialis, nous le prenons en charge conformément aux garanties santé dont vos salariés bénéficient. C'est-à-dire que si cette personne a besoin de consulter un médecin, ce qui est très souvent le cas lorsqu'elle est atteinte du Covid-19, eh bien, nous remboursons les consultations médicales,
Nous rembourserons également les différents médicaments qui peuvent être administrés. Et sur ce point, je ne rentrerai pas dans les débats sur les médicaments qui sont préconisés dans le cadre du Covid-19 et celui qui a été préconisé notamment hier soir. Et puis aussi pour les formes plus graves de développement de la maladie, nous intervenons en cas d'hospitalisation. Pour connaître les différents contrats et les différents niveaux de garantie dont vous bénéficiez, là aussi, je ne peux pas répondre à vos cas spécifiques. C'est pourquoi je vous invite à vous rendre sur votre espace personnel pour connaître les niveaux de garantie dont vous bénéficiez. Sur cet espace personnel, vous retrouverez les conditions générales, les conditions particulières qui sont propres à vos garanties, ainsi que les notices d'information que vous devez remettre à vos salariés. Concernant maintenant la prévoyance, pour des personnes qui développeraient des formes plus graves de la maladie et qui auraient des arrêts de travail plus longs. Eh bien, Carialis prend en charge les arrêts de travail conformément aux délais de franchise qui sont prévus au contrat souscrit pour vos salariés. Donc, ces délais de franchise sont des délais au terme duquel nous intervenons. Ils sont, suivant les contrats, soit de 15 jours, donc nous intervenons à partir du 16e jour, ou soit de 30 jours, et nous intervenons à partir du 31e jour. Par exemple, pour quotidien, il est de 30 jours, et pour quiétude franchise, il est au bout de 15 jours. Donc là aussi, je vous invite à vous rendre sur votre espace personnel pour savoir le niveau de garantie auquel vous avez opté pour vos salariés et savoir le niveau de prise en charge. Vous vous référez à l'onglet « Incapacité temporaire de travail » et vous trouverez toutes les réponses à ces questions. C'était là l'arrêt de maladie le plus classique et celui qu'on envisage instantanément durant cette période du Covid-19. Mais à période exceptionnelle, nous avons eu également des arrêts de travail d'un genre nouveau, qui ne sont absolument pas liés, si je puis dire, à la maladie du Covid-19, en ce sens que ces arrêts de travail ne sont absolument pas destinés à des personnes présentant des symptômes du Covid-19. Pour des personnes présentant les symptômes du Covid-19, c'est l'arrêt de travail précédent que je vous ai expliqué, c'est l'arrêt de travail pour maladie pour personnes atteintes du Covid-19. Là, on est sur des arrêts de travail pour garde d'enfants. Et comme j'aime beaucoup le lire sur le site amélie.fr, ce sont les personnes qui sont contraintes de garder leurs enfants. Pour qui sont destinés ces arrêts de travail? Eh bien, ils sont destinés pour des personnes qui ont des enfants de moins de 16 ans au premier jour de l'arrêt de travail, mais également pour des personnes qui auront des enfants en situation de handicap et sans limite d'âge. Pour les enfants en situation de handicap sans limite d'âge, au début, lors de la fermeture des établissements scolaires, il y a eu un petit moment de flottement, si je puis dire, puisque les enfants en situation de handicap n'apparaissaient pas sur les premiers décrets. Et puis, il y a eu un décret qui a été publié donc, le 21 avril dernier, donc la semaine dernière, et qui est venu modifier le décret pour les arrêts de travail pour garde d'enfants pour bien ajouter ces enfants en situation de handicap sans limite d'âge. Ils étaient affichés sur le site amélie.fr. mais il n'était pas dans les décrets. Aujourd'hui, la situation est régularisée par ce décret du 21 avril donc 2020 et c'est pour les arrêts de travail qui sont à partir donc, du 12 mars 2020. Les arrêts de travail, ils interviennent donc à compter de la fermeture des établissements d'accueil des jeunes enfants, des établissements scolaires et des établissements d'accueil pour personnes âgées, ce qui avait été prononcé par Emmanuel Macron lors de son allocution du 12 mars dernier. Comment bénéficier donc de ces arrêts de travail pour garde d'enfants? Eh bien, tout d'abord, il faut que le parent, donc qui a un enfant qu'il est contraint de garder, qui a un enfant de moins de 16 ans ou un enfant en situation de handicap, il doit au préalable remplir une attestation sur l'honneur. Donc, le parent salarié d'un cabinet d'avocats, il remplit cette attestation sur l'honneur. Vous trouverez un modèle sur le site du ministère du Travail. Cette attestation sur l'honneur doit prouver que la personne n'a pas d'autre modalité de garde, qu'elle ne peut pas effectuer de télétravail et donc qu'elle est la seule à pouvoir garder cet enfant, que l'autre parent ne peut pas non plus assurer la garde de l'enfant. Une fois qu'elle a rempli cette attestation sur l'honneur avec un certain nombre d'informations à remplir, elle doit le transmettre à vous en tant qu'employeur.
Ensuite, vous, en tant qu'employeur, vous vous rendez sur le site de télédéclaration déclare.amelie.fr. Sur ce portail, vous avez deux hypothèses qui se présentent. Soit vous êtes salarié, vous n'êtes pas dans ce cas-là, soit vous êtes employeur. Et là, vous cochez et vous déclarez donc les renseignements qui sont relatifs à votre entreprise, mais également, dans le champ en dessous, les éléments qui sont relatifs à vos salariés. J'attire votre attention sur le fait que ce système de télédéclaration ne déclenche pas automatiquement l'indemnisation. C'est un simple déclenchement de l'arrêt de travail, puisque d'habitude, il faut se rendre chez son médecin traitant pour bénéficier d'un arrêt de travail. Dans cette hypothèse exceptionnelle, ce n'est pas le cas. C'est un simple système de déclaration. Et donc, pour déclencher l'indemnisation, vous devez, en tant qu'employeur, transmettre les éléments de salaire, comme pour un autre arrêt de travail. Ces arrêts de travail, ils sont donc d'une durée de 1 jour jusqu'à 21 jours renouvelables. Et initialement, leur terme qui était prévu, donc c'était jusqu'à la réouverture de l'établissement d'accueil, ce qui était prévu initialement. Puis, depuis la semaine dernière, c'est jusqu'au 30 avril. Alors, jusqu'au 30 avril, vous me direz, ça n'a aucun sens puisque le déconfinement est prononcé, donc on en saura plus cet après-midi, mais à partir du 11 mai. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi donc les arrêts de travail ont pour date butoir le 30 avril. Et d'ailleurs, si vous vous rendez sur l'espace amélie.fr, depuis quelques jours déjà, vous avez une date butoir qui est grisée, qui est le 30 avril. Et je vous expliquerai pourquoi, les raisons de ce blocage au 30 avril. Comme je vous l'ai dit, un seul parent à la fois peut bénéficier de cet arrêt de travail pour garde d'enfants. Et c'est d'ailleurs ce qui figure dans cette attestation sur l'honneur. Il y a une possibilité de fractionnement de l'arrêt de travail, c'est-à-dire que vous pouvez être en arrêt de travail, puis reprendre ensuite en télétravail, puis reprendre un arrêt de travail, mais également le partager entre les deux parents, donc avoir un système d'alternance entre les deux parents. Comment la sécurité sociale intervient pour ces arrêts de travail qui sont, encore une fois, non liés à la maladie, mais davantage à la fermeture des établissements scolaires qui a été prononcée le 12 mars 2020. Eh bien, ces arrêts de travail pour garde d'enfants de moins de 16 ans ou d'enfants handicapés sans condition d'âge, il n'y a pas de délai de carence. Habituellement, le délai de carence pour maladie au terme duquel la sécurité sociale intervient est de 3 jours. Là, il n'y a pas de délai de carence. Donc, dès le premier jour d'arrêt de travail, dès le premier jour de fermeture des établissements scolaires, le cas échéant, si les salariés des cabinets d'avocats ont bénéficié de cet arrêt de travail, ils sont indemnisés par la sécurité sociale et elle n'examine pas non plus les conditions d'ouverture de droit. Dès lors que vous remplissez donc, le système de télédéclaration, eh bien, la sécurité sociale intervient. Comment Kyrialis intervient? Ce n'est pas un arrêt de travail pour maladie. Donc, normalement, Kyrialis ne devrait pas intervenir. Mais en l'espèce, à situation exceptionnelle, Kyrialis a décidé d'intervenir dès le 15e ou le 30e jour d'arrêt de travail. Et là encore, c'est suivant le niveau de garantie que vous avez choisi pour donc, vos salariés. Suivant le niveau d'arrêt de travail, le niveau de garantie que vous avez choisi pour vos salariés, là encore, vous vous référez à l'onglet incapacité temporaire de travail et nous intervenons donc au terme d'un délai de franchise de 15 jours ou de 30 jours et suivant le niveau de salaire que vous avez choisi. Maintenant, il y a également, on a vu l'arrêt de travail pour maladie, on a vu l'arrêt de travail pour garde d'enfants de moins de 16 ans ou d'enfants en situation de handicap. Il y a également l'arrêt de travail, donc, qui était avant les mesures de confinement, donc avant le 12 mars 2020, et qui était des arrêts de travail pour isolement. Quelles étaient les personnes qui étaient concernées par ces arrêts de travail pour isolement? C'était des personnes qui résidaient dans des zones de forte circulation du virus avant les mesures de confinement. Et c'était notamment les personnes qui résidaient dans ce qu'on appelait des clusters. On pense par exemple dans l'Est de la France ou également dans l'Oise. Ça faisait partie des premiers clusters ou pour des personnes qui revenaient de zones qui étaient fortement infectées. C'était par exemple le cas pour des personnes qui revenaient de Chine ou d'Italie.
mais également c'était le cas pour des personnes qui avaient été en contact rapproché et prolongé avec une personne diagnostiquée porteuse du virus. Et ces personnes pouvaient bénéficier d'arrêt de travail, donc pour isolement, pour éviter que la maladie se propage. Et pour ces personnes donc, qui faisaient l'objet de mesures d'isolement, je reviendrai après puisque leur traitement, leur prise en charge est la même que pour les arrêts de travail pour des personnes présentant un risque élevé. Maintenant, je vais passer aux arrêts de travail pour des salariés présentant un risque élevé. Quels sont ces salariés qui présentent un risque élevé et comme on l'appelle tristement, qui présentent un risque d'accroître des formes plus graves donc de la maladie du Covid-19 et qui ont pour certaines personnes des facteurs de comorbidité? C'est tout d'abord la salariée qui est dans son 3e trimestre de grossesse, donc elle présente un risque plus élevé au regard du Covid-19. C'est également le cas pour des salariés qui seraient en affection de longue durée au titre des pathologies listées par le Haut Conseil de la santé publique. Donc là, j'attire bien votre attention sur le fait qu'il faut qu'il y ait ces 2 critères cumulatifs. Tout d'abord, l'affection de longue durée, donc l'ALD, et puis les pathologies listées par le Haut Conseil de la santé publique. Si vous souhaitez retrouver la liste de ces pathologies listées par le Haut Conseil de la santé publique, vous le retrouverez sur le site du ministère du Travail, mais également sur le site amélie.fr lorsque vous ferez la déclaration, lorsque plutôt la salariée fera la déclaration que je vous expliquerai après. Pour les personnes qui rentreraient donc dans les critères de ces pathologies listées par le Haut Conseil de la santé publique, mais qui ne seraient pas en affection de longue durée, donc qui seraient sur des critères alternatifs, là, ces personnes doivent se rendre chez leur médecin traitant, qui jugera bon ou non de leur prescrire un arrêt de travail, mais ils ne peuvent pas être dans un système d'autodéclaration. Pour vous donner à titre d'illustration ces pathologies donc, qui sont listées comme aggravantes et présentant des risques de comorbidité donc, par le Haut Conseil de la santé publique, on en entend parler dans les médias, mais c'est notamment les gens qui souffriraient de diabète de type 1 ou de type 2, qui seraient donc atteints d'un cancer et qui seraient en cours de traitement, des personnes qui présenteraient également des risques qui seraient en obésité, donc qui présenteraient des facteurs de comorbidité, qui auraient des insuffisances cardiaques ou pulmonaires. C'est pour ce genre de pathologies donc, qui ont été listées comme aggravantes par le Haut Conseil de la santé publique. Donc, quelles sont les actions qui doivent être menées pour ces personnes donc, en 3e trimestre de grossesse ou en affection de longue durée et qui présentent des signes de vulnérabilité? Et bien là, ces personnes, elles doivent se rendre de leur propre chef sur le site de amélie.fr. Elles doivent remplir donc un certain nombre de critères. On leur demande, si elles se rendent sur le site amélie.fr, on leur demande donc si elles sont en 3e trimestre de grossesse, si elles sont en infection de longue durée au titre de toutes ces pathologies qui sont listées. Elles répondent oui. Et à partir de ce moment-là, elles remplissent un certain nombre de renseignements qui sont relatifs donc à leur état de santé. Une fois qu'elles ont rempli l'ensemble de ces informations, elles sont vérifiées par le service médical de l'assurance maladie. Au terme d'un délai de 8 jours, donc l'assurance maladie envoie un volet 3 donc, de l'arrêt de travail aux salariés, soit par courrier, soit par courriel. Donc, pourquoi elle renvoie ce volet 3 qui est destiné à l'employeur et pas le volet 1 et le volet 2? Puisque tout simplement, cette personne n'est pas allée chez le médecin traitant. C'est un système d'auto-déclaration. Le seul cas où la personne doit se rendre chez son médecin traitant, eh bien, c'est dans le cas où elle a une pathologie listée par le Haut Conseil de la santé publique, mais elle n'est pas en affection de longue durée, en ALD. Une fois que la personne donc, a reçu ce volet 3 de l'arrêt de travail, elle doit le transmettre à l'employeur qui, donc, lui, doit effectuer, donc vous devez effectuer les démarches habituelles donnant lieu à une indemnisation. Et vous devez, comme pour un arrêt de travail classique. Donc, ces arrêts de travail donc, pour des personnes qui présentent un risque élevé, qui sont donc, des personnes vulnérables, cet arrêt de travail est d'une durée minimale de 21 jours, donc à compter des mesures de confinement, et jusqu'au 30 avril. Et là aussi, je vais vous expliquer après
Pourquoi cette date butoir, cette fameuse date butoir du 30 avril? Les arrêts de travail donc, qui sont non liés à la maladie, mais pour des personnes qui présentent un certain risque, donc ce sont des arrêts de travail pour isolement et pour des salariés qui présentent un risque élevé. La sécurité sociale, là aussi, a fait sauter, si je puis dire, ces délais de carence. Donc, le délai de carence n'est plus de 3 jours, mais c'est dès le premier jour. Et là, à titre exceptionnel, malgré le fait que ce ne soit pas lié à une maladie en tant que telle, pas lié au Covid-19, et que la personne ne soit pas arrêtée à ce titre, eh bien, Carialis intervient dès le 15e ou le 30e jour d'arrêt de travail et suivant le niveau de garantie qui a été choisi pour vos salariés. Alors, vous êtes face à ces salariés qui sont en arrêt de travail, soit pour maladie puisqu'ils sont atteints du Covid-19, soit parce qu'ils sont contraints donc, de garder leurs enfants, soit parce qu'ils font l'objet de mesures d'isolement, que ce sont des personnes vulnérables. Eh bien, vous devez créer votre espace personnel si ce n'est déjà fait et vous devez vous rendre sur votre espace personnel Carialis. Là, vous avez, comme vous le voyez sur la petite capture d'écran, un onglet « Mes formulaires ». Vous faites la demande de prise en charge d'un arrêt de travail, vous renseignez un certain nombre de renseignements, donc les renseignements relatifs à votre entreprise sont déjà pré-remplis, les renseignements relatifs à votre cabinet, mais vous devez renseigner les éléments relatifs à votre salarié et à son arrêt de travail spécifique. Vous devez nous joindre un certain nombre de pièces justificatives qui vous seront listées à la fin de cette déclaration et n'oubliez notamment pas de joindre le décompte des indemnités journalières de la sécurité sociale puisque c'est ce décompte qui va nous permettre d'intervenir après et donc de vous faire bénéficier des indemnités journalières de la part de Carialis. Vous pouvez nous les joindre à tout moment ensuite par mail et si jamais le dossier était incomplet et que c'était un point bloquant, nos services en charge de l'indemnisation de la prévoyance Carialis ne manqueraient pas de revenir vers vous pour vous demander donc, ces pièces justificatives, mais vraiment là c'est la pierre angulaire qui va nous permettre ensuite de déclencher l'indemnisation de la part de Carialis. Je vous ai dit au cours de mes développements précédents, je vous ai dit cette fameuse date butoir, donc qui était jusqu'au 30 avril, alors que, on va le savoir donc dans les prochaines heures à partir de 15 heures, donc la date du déconfinement et les modalités de déconfinement qui seront progressives. Donc jusqu'au 30 avril, les personnes qui sont en arrêt de travail pour garde d'enfants de moins de 16 ans ou d'enfants en situation de handicap sont en arrêt de travail. Les personnes qui sont également en arrêt de travail pour personnes vulnérables restent aussi en arrêt de travail pour personnes vulnérables, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et à partir du 1er mai 2020, l'ensemble de ces personnes passent en chômage partiel. Donc, cette bascule de l'arrêt de travail au chômage partiel a été actée donc, par la seconde loi de finances rectificative. On espère qu'il n'y en aura pas une troisième, mais la loi de finances rectificative qui a été publiée donc dimanche dernier, dimanche 26 avril, au journal officiel, dans son article 10, elle nous édicte donc bien une bascule donc, pour les arrêts de travail, pour garde d'enfants de moins de 16 ans et pour les personnes vulnérables, à partir du 1er mai, ils passent tous en chômage partiel. Donc, quelles sont les modalités? Alors, il y a des modalités qui restent à définir. On a eu hier une publication sur le site amélie.fr qui a commencé donc à faire une mise à jour donc de son site internet et qui a commencé à nous détailler donc certaines modalités. Nous sommes à l'heure où je vous parle, alors à moins que mais normalement le journal officiel est publié donc dans la matinée, donc ça ne devrait pas intervenir. Mais nous sommes en attente des décrets qui nous décriraient donc les modalités de bascule entre les arrêts de travail et le chômage partiel. Mais ce que nous dit à l'heure où je vous parle, donc Amélie, le site amélie.fr, c'est qu'à compter du 1er mai, donc il y a un placement en activité partielle comme je vous l'ai expliqué, et il nous donne un certain nombre d'indications. Donc à compter donc, du 1er mai, vous ne pourrez plus déclarer, vous ne devrez plus déclarer d'arrêt de travail sur le site Amélie, déclare.amélie.fr. Et de toute manière, vous ne pourrez plus le faire puisqu'il y a une date de blocage.
Vous devrez effectuer donc, via la DSN un signalement de reprise anticipée d'activité pour les arrêts de travail qui sont en cours et dont le terme fixé à une date postérieure au 30 avril. Et la bascule ne se fera pas automatiquement puisque vous devrez réaliser une demande d'activité partielle sur le site qui est dédié, donc sur le site activitépartielle.emploi.gouv.fr. Pour connaître, donc suivant les dates d'arrêt de travail et leur échéance, pour connaître toutes les modalités, je vous invite à consulter la foire aux questions qui est disponible sur le site amélie.fr, donc sur la conciliation arrêt de travail, chômage partiel, qui vous décline donc les différents cas d'arrêt de travail et les modalités que vous devrez réaliser au cours des prochains jours, puisque aujourd'hui on est le 28 avril, donc il ne nous reste plus que 2-3 jours pour basculer donc, dans le chômage partiel. Pour les arrêts de travail du salarié en tant que personne vulnérable, là aussi, comme je vous l'ai dit, à compter du 1er mai, ils sont en placement en activité partielle. Donc, le salarié devra vous remettre un certificat d'isolement qui sera adressé par l'assurance maladie ou établi par un médecin de ville, notamment pour les personnes qui ne seraient pas en affection de longue durée. Et dans ces cas-là, ce que vous devrez faire, vous, en tant qu'employeur, vous devrez signaler une reprise anticipée via la DSN pour les arrêts en cours et dont le terme est fixé à une date postérieure au 30 avril, puisque avant, nous ne savions pas que les arrêts de travail allaient basculer donc, au 1er mai en chômage partiel. Et vous devrez également effectuer une déclaration d'activité partielle sur le site activitépartielle.emploi.gouv.fr. Donc là aussi, il y a une foire aux questions qui est dédiée pour ces salariés qui sont considérés comme des personnes vulnérables sur le site amélie.fr. À l'heure où je vous parle, le site du ministère du Travail n'a pas encore été actualisé, mais je pense que cela devrait se faire incessamment. Donc, pour l'instant, on a encore quelques zones d'ombre et nous ne manquerons pas de vous informer donc, via notre page dédiée, mais à l'heure où je vous parle, il nous manque encore certaines informations et comme je vous l'ai dit, le décret qui devrait être publié à ce sujet et qui devrait nous expliquer donc, dans un niveau de granularité plus important les modalités de passage donc, de l'arrêt de travail à l'activité partielle. Maintenant, je vais vous faire un focus sur le paiement de vos cotisations par Carelis pour vous, après donc, les arrêts de travail, puisque je sais que la profession est durement touchée donc, par le Covid-19, puisque un certain nombre de juridictions, même la totalité des juridictions ont fermé et que suivant les dernières études, 97% des avocats seraient touchés par cette crise. Donc, vous avez été nombreux à nous demander et à nous poser des questions par rapport au paiement de vos cotisations Carelis. Sachez que vous avez une possibilité de reporter mensuellement donc, le paiement de vos cotisations. Pour ce faire, vous devez nous faire une demande écrite donc à l'adresse suivante relationclient@carelis.fr. Là, je m'adresse au cabinet d'expertise comptable et je sais qu'ils sont nombreux aujourd'hui à nous suivre et à nous poser également des questions. Vous ne pouvez pas nous faire une demande groupée, tout simplement parce que nous étudions les demandes au cas par cas et que suivant les cabinets d'avocats, eh bien, donc les situations sont différentes. Donc, en tant qu'expert comptable, vous devez nous faire une demande donc par cabinet d'avocats. Elles seront étudiées au cas par cas et nous accordons évidemment une priorité aux cabinets qui sont en grande difficulté financière, comme je pense que vous le comprendrez tous. Le confinement se proroge, donc il était au mois de mars, il est intervenu au cours du mois de mars, il se proroge également donc, au cours du mois d'avril et puis au cours du mois de mai à minima jusqu'au 11 mai. Donc vous devrez nous renouveler chaque mois la demande de report de cotisation. Mais soyez rassurés, nous n'appliquerons aucune majoration de retard sur les échéances d'avril pour les salaires de mars et également sur les salaires d'avril, donc pour les échéances de mai. Donc, il n'y aura aucune majoration de retard. Vous nous avez également interrogé sur la DSN et concernant également les arrêts de prélèvement.
Donc, sachez que c'est vous, en tant que gestionnaire de la DSN, et notamment pour les experts comptables qui réalisent la DSN, vous avez la main sur la DSN. Donc, vous pouvez modifier le mode de règlement des cotisations, notamment pour les mois de mars et le mois d'avril. Vous pouvez modifier le montant du règlement pour le passer à 0, donc pour les mois au cours duquel il y a eu les mesures de confinement. Et si le prélèvement est déjà passé et compte tenu des délais bancaires, il y a une possibilité pour Caralis de l'annuler en cas d'acceptation du report des cotisations, mais si ce prélèvement n'est pas encore parti vers notre établissement bancaire. Et sur ces questions relatives à la DSN et sur les passages des prélèvements, je vous invite à vous reporter, donc à vous référer à votre interlocuteur habituel, donc du pôle entreprise et des comptes adhérents, pour savoir à quel niveau donc sont passés vos prélèvements. On a vu les arrêts de travail, on a vu les cotisations et les modalités donc, de paiement, les assouplissements de paiement que nous vous accordons. Nous vous faisons maintenant une information sur le chômage partiel et ses incidences sur vos cotisations et prestations Caralis. Puisque nous savons aujourd'hui qu'environ 10 millions, et même la barre des 10 millions a été franchie selon Muriel Pénicaud concernant les salariés qui sont en chômage partiel. Donc nous savons que des salariés des cabinets d'avocats sont en situation de chômage partiel et la situation va même augmenter donc, au cours des prochaines semaines, puisque comme je vous l'ai expliqué, un certain nombre de salariés qui étaient en arrêt de travail vont passer en situation de chômage partiel. Donc, vos salariés sont en situation de chômage partiel, soit même avant leur arrêt de travail, soit dans les prochains jours, ils vont passer en situation de chômage partiel du fait de la fin de leur arrêt de travail. Vous devrez effectuer une déclaration sur le site activitépartielle.emploi.gouv.fr. Sur ce point, je tiens à vous rassurer. Dans un premier temps, on a eu des retours selon lesquels des cabinets d'avocats s'étaient vus refuser donc les cas de la prise en charge au titre du chômage partiel. Ils avaient eu des refus de la part de la Directe puisqu'ils étaient considérés comme des établissements n'accueillant pas du public. Ce n'était pas des bars ou des restaurants, effectivement. Quand on est un cabinet d'avocats, on n'est pas un bar ou un restaurant. Mais aujourd'hui, cette situation donc, est éclaircie et pour les cabinets d'avocats, ils sont bien éligibles. Et là-dessus, je tiens bien à vous rassurer sur le fait qu'ils sont bien éligibles au chômage partiel. Donc, soit la Directe vous répond expressément, soit si vous n'avez pas de réponse dans un délai de 48 heures, sur ce point, je vous rassure, une absence donc, de réponse de la part de la Directe dans un délai de 48 heures, eh bien, son silence, si je puis dire, est bon signe, puisqu'il vaut acceptation. Une fois que vous avez déclaré donc, le nombre d'heures que n'a pas pu effectuer votre salarié puisqu'il est en situation de chômage partiel, l'ASP, donc l'Agence de services et de paiement, vous verse une indemnité qui est équivalente à 70% de la rémunération brute des salariés, soit environ 84% de la rémunération nette. Donc, dans un premier temps, vous avez effectué la demande de chômage partiel, elle a été acceptée. L'ASP vous a versé donc, cette allocation, cette indemnité. Cette indemnité de chômage partiel, vous devrez la reverser à vos salariés. Et puis ensuite, vous devrez nous la déclarer via la DSN. Pourquoi? Et là-dessus, j'attire votre attention sur le fait que vous devez bien nous la déclarer, tout simplement pour assurer un maintien des garanties pour vos salariés en prévoyance, en retraite et en dépendance. Et dans les développements qui suivront, je vais attirer votre attention particulièrement sur les incidences que cela pourrait avoir, une absence de déclaration de votre part de cette indemnité de chômage partiel. Si vous choisissez donc de verser une allocation complémentaire à vos salariés, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, votre salarié, s'il est en situation de chômage partiel, eh bien, il perd un peu de rémunération puisqu'il est indemnisé à hauteur de 84%. Donc, ça veut dire qu'il perd 16% de son salaire. Mais on sait que certains employeurs, donc certains cabinets, vont choisir de compenser cette perte salariale, donc à hauteur de 16%. C'est ce que représenterait cette allocation complémentaire
qui serait versée à vos salariés. Cette allocation complémentaire, comme je vous l'ai dit, elle est destinée à compenser la perte de salaire due au chômage partiel. Elle est considérée comme un revenu classique et donc vous devez la déclarer à Carelis via la DSN. Comme je vous l'ai expliqué, il faut bien déclarer donc l'indemnité au titre du chômage partiel, mais également l'allocation complémentaire que vous pourriez verser éventuellement à vos salariés. Pourquoi? Ça a des incidences, notamment en matière de retraite supplémentaire, puisque l'absence de déclaration de cotisation versée au titre de la retraite supplémentaire entraîne une absence d'acquisition de droits, donc de points, au titre de la retraite supplémentaire. Et donc, nous serions contraints de considérer qu'au cours des mois de mars, d'avril, et éventuellement au cours des mois de mai, eh bien, vos salariés, par votre intermédiaire, n'auraient pas cotisé en matière de retraite supplémentaire. Donc, au cours d'un trimestre, eh bien, si vous ne déclarez pas ces cotisations, on considérera qu'au cours d'un trimestre, ils n'ont pas cotisé à la retraite supplémentaire, ce qui n'est pas sans incidence pour vos salariés. Ça a également une incidence en matière de maintien des garanties, puisque si vous ne déclarez pas bien l'indemnité versée au titre du chômage partiel, en l'absence de maintien en l'absence de cotisation, eh bien cela entraînerait une absence de maintien des garanties et pourrait entraîner une résiliation pour non-paiement des cotisations. Et sachez qu'en tant qu'employeur, vous êtes obligé en tant qu'employeur, employeur de salariés de cabinet d'avocats, vous êtes obligé d'assurer vos salariés en matière de prévoyance, dépendance, santé, retraite. Et qu'en cas de sinistre, et si vous n'êtes plus assuré par un organisme assureur à ce titre-là, eh bien, vous seriez obligé de verser donc sur vos propres deniers, et là-dessus, j'attire vraiment votre attention, en cas de sinistre, vous seriez obligé de verser sur vos propres deniers le montant qui aurait dû être alloué donc à vos salariés en cas de sinistre. Maintenant, et c'est le dernier point, je ferai un tour d'horizon autour des bonnes pratiques autour de la déclaration sociale nominative. Et donc, je remercie plus particulièrement le Pôle entreprise sur son éclairage sur ce point très technique de la déclaration sociale nominative. Vous avez été nombreux à nous interroger donc, sur les modalités de déclaration donc, de l'allocation de chômage partiel via la DSN. Vous devez continuer à alimenter la DSN pour bénéficier des prestations de Carelis, comme je vous l'ai expliqué au cours des développements précédents, puisque pour que nous puissions continuer à verser donc, les garanties en cas d'incapacité, invalidité et plus tristement en cas de décès, eh bien vous devez continuer à alimenter la DSN. Quelle rémunération vous devez déclarer? Les indemnités qui sont versées au titre de l'activité partielle, mais également les éventuelles allocations complémentaires d'activité partielle. En cas de chômage partiel, pour continuer à assurer un maintien des garanties, veillez à avoir une attention particulière sur l'assiette des cotisations individuelles et notamment les blocs 78, 79 et 81, puisqu'on nous a fait remonter qu'en cas de chômage partiel, les blocs que je vous ai énumérés précédemment, eh bien parfois n'étaient pas alimentés automatiquement. Donc vous devez bien veiller à ce que ces blocs soient bien alimentés pour inclure les indemnités de chômage partiel. Et puis enfin, je terminerai par, puisqu'on sait qu'il y a eu un retard dans la mise en œuvre de l'activité partielle pour vos salariés, puisque lors notamment les 16 et 17 mars, lorsque les mesures de confinement ont été prononcées, on sait que tout d'abord, certains cabinets d'avocats se sont vus refuser la prise en charge, l'autorisation de placement de leurs salariés en activité partielle, mais également que le site a été saturé, que certains cabinets d'avocats ont essayé de s'y rendre plusieurs fois et n'arrivaient pas donc à s'y rendre. Sachez que vous avez un délai de 30 jours donc, pour demander cette autorisation de chômage partiel. Donc, aujourd'hui, soyez rassurés, il y a quand même un certain délai et on sait que ce retard dans la mise en œuvre de l'activité au titre du chômage partiel a pu entraîner un retard sur la DSN. Donc là-dessus, n'ayez aucune crainte puisque vous pouvez procéder à une régularisation
de ces cotisations donc le mois suivant. Et pour régulariser donc les cotisations de chaque affiliation, vous devez donc alimenter notamment le bloc 70 et vous devez nous préciser la période de rattachement et notamment le mois qui est déclaré. Donc voilà, j'en ai terminé autour des bonnes pratiques autour de la déclaration sociale nominative. Pour toute question technique autour des blocs 78, 79, 80 et des blocs 70, comme je vous l'ai dit, ce sont des questions très techniques et je vous invite donc à vous référer à votre interlocuteur habituel au pôle entreprise qui vous se fera un plaisir donc de vous expliquer toutes les subtilités d'alimentation de ces différents blocs. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a une première partie qui a été consacrée à la présentation. La deuxième partie est davantage consacrée aux questions que vous avez pu me poser au cours de cette présentation. J'espère que vous ne m'avez pas posé la question sur le nouveau traitement et le nouveau médicament au nom imprononçable qui a été préconisé dans le cadre du Covid-19. J'espère que vous avez été gentil avec moi sur cette question. Je vais parcourir brièvement les questions que vous avez pu me poser. Alors, concernant les arrêts de travail, on me pose la question par rapport à la confidentialité. Effectivement, vous n'avez pas à nous faire parvenir le motif d'arrêt de travail. Vous le déclarez bien sur le site Espace Personnel, donc déclaration arrêt de travail. Et de toute manière, nous prenons en charge au même titre, quel que soit l'arrêt de travail, que ce soit un arrêt de travail pour maladie pour cause de Covid-19, un arrêt de travail donc pour isolement ou un arrêt de travail pour garde d'enfants, nous le prenons en charge suivant le même délai de franchise et suivant le même niveau d'indemnisation, donc soit suivant le niveau de garantie 95% ou 100% du niveau de la rémunération du salarié. Donc sur ce point, vous nous déposez comme pour un autre arrêt maladie, l'arrêt de travail via l'espace personnel employeur. On a eu également des questions concernant l'ancienneté des salariés. Donc, il n'y a pas donc de conditions d'ancienneté des salariés. Nous intervenons donc dès lors que le salarié est affilié chez nous. Nous intervenons dès le premier jour d'affiliation et suivant un délai de franchise. Il n'est pas nécessaire que chez nous, donc le salarié ait un niveau et une certaine ancienneté d'1 ou 2 ans pour être indemnisé. Nous intervenons, bien sûr, comme pour un autre salarié, au terme du délai de franchise de 15 jours ou de 30 jours, mais il n'y a pas de condition d'ancienneté. Il y avait eu également des questions relatives donc à la DSN, comme là je vous l'ai dit, pour les questions très techniques et pour des cas particuliers donc qui sont propres à vos salariés. Je vous invite à contacter soit via le formulaire Espace Personnel ou par téléphone la relation client qui sera un plaisir donc de répondre à vos interrogations. Je ne peux pas répondre via le webinaire sur des questions qui sont propres donc à vos salariés, mais n'hésitez pas à donc interroger vos interlocuteurs habituels. Je crois que j'en ai terminé à peu près maintenant sur les questions que vous avez pu nous poser. Donc, sachez que dès la fin donc, de cette présentation, vous pourrez retrouver le webinaire que je vous ai présenté aujourd'hui sur la plateforme. Vous pourrez également retrouver le support de présentation que je vous ai présenté aujourd'hui, ainsi que la fiche pratique relative à la DSN. Concernant la bascule arrêt de travail, chômage partiel, nous ne manquerons pas de remettre à jour donc les fiches qui sont dédiées, puisque comme vous pourrez le découvrir, nous avons créé donc sur notre site internet, si vous rendez sur notre site internet, il y a une page spéciale Covid-19 où vous avez une foire aux questions, où vous avez des infographies, où vous avez des fiches pratiques
auxquels on a tenté de répondre donc, à toutes vos questions que vous pourriez vous poser durant cette période exceptionnelle. On a tenté de vous éclairer donc, sur notre prise en charge par Kerelis. Donc n'hésitez pas vraiment à consulter cette page dédiée, à consulter également notre page LinkedIn, notre page Facebook, également notre fil Twitter, que nous alimentons régulièrement au cours de l'actualité qui change vraiment au jour le jour et heure par heure, si je puis dire, pour cette période du Covid-19. Je tiens à vous remercier d'avoir été très nombreux à suivre ce webinaire et d'ailleurs, je vais enchaîner à 14 h avec avec un autre webinaire, avec une autre session. Donc, c'est le même thème qu'aujourd'hui, mais vous avez été nombreux à nous manifester votre intérêt et on a dû donc ouvrir une session supplémentaire. Si le webinaire d'aujourd'hui vous a plu, eh bien, il y en aura un autre le 7 mai, là, qui aura un thème beaucoup plus large. Et donc, je vous invite aussi à le diffuser auprès de vos confrères, auprès des collaborateurs des cabinets d'avocats et auprès de vous également, les experts comptables. Ce webinaire du 7 mai, il aura pour thème donc quelles sont les aides qui sont apportées au cabinet d'avocats durant cette période très spécifique du Covid-19 et notamment les mesures fiscales et sociales, les prêts bancaires qui sont facilités auprès de la BPI, les aides du Fonds de solidarité, le recours au chômage partiel et je pense que le 7 mai, je pourrais davantage vous éclairer donc sur cette modalité de bascule entre les arrêts de travail et le chômage partiel. Donc, nous espérons vous y retrouver aussi nombreux au cours de ce webinaire du 7 mai à 11 h. Vous aurez à la fin de ce webinaire qu'on va clôturer maintenant dans quelques instants un questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, de vos remarques, de vos pistes d'amélioration et également des questions auxquelles nous n'aurions pas eu le temps de répondre maintenant. Je vous remercie donc d'avoir été aussi nombreux à participer à ce webinaire et puis je vous souhaite une bonne journée. Ça a été un plaisir pour moi de répondre à toutes vos interrogations. Merci, bonne journée, au revoir.